Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande. Moi, j'aimerais surtout déjà un café. Merci beaucoup, qui c'est? Quand on a la chance de cuire une vieille poule. La Lorraine, le Luxembourg. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous. Je peux vous dire que ça discute. Il suffit de mettre 3 filles autour de micros et des bijoux. Et là, Sandro, Sandini et moi, on se dit comment on va pouvoir prendre la parole. On va déjà présenter, regardez, les 3 créatures, 3 origines différentes aujourd'hui. La parisienne, Virginie Bernard, c'est un peu ça. Ah oui, Seine-et-Marnaise, soyons précis. D'où? De Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. De Meaux. Je suis née à Meaux. Comment on appelle les habitants de Meaux? Attention, les Meldois. Les Meldois. Vous êtes Meldoise. Meldoise. Meldoise, ça va. Alors, Meldois et Messin, vous voyez, c'est... Oui. Voilà. Mais Meldoise et Messine, ça ne risque rien. Les habitants de Meaux sont toujours des Meldois. Des Meldois. Ah bah d'accord. Bon. Alors, nous avons également l'italienne la plus populaire de Luxembourg et de l'Est de la France maintenant. C'est plus facile. Hein. Moi, je suis italien, 100%. C'est plus facile. Ça se voit pas, hein, du tout. Non, pas du tout. Mais milanaise. Oui, milanaise, qu'il faut dire du Nord. Mais bon, ça fait la différence pour les Italiens, mais on est tous italiens. Mais comme vous êtes fait chic aujourd'hui, vous êtes allé chez le coiffeur, ça vous va drôlement bien. Et j'ai dit, par hasard, le micro qui va avec ma robe. Ah oui, ben on a changé toutes les bonnettes du micro parce qu'on a téléphoné on l'a fait exprès. Je t'appelle à l'avance, écoute Jean-Luc, j'ai la robe grise et voilà le micro. Mais vraiment, ce sont déjà les fêtes avec vous. Non, en réalité, c'est que Marielle, elle va partir pour Rome, elle va aller chercher son prix, parce que en tant qu'écrivain, elle a remporté un prix, on l'a dit il y a 15 jours, et là, ça y est, c'est demain le départ. Alors. Oui, voilà. Wow. Et après, ça sera, je vais à Rome, après à Naples, et après je reviens. Ne vous inquiétez pas, je vais être là encore la prochaine fois pour vous raconter. On espère bien, il faudra nous raconter tout cela. Oui, avec plaisir. À côté de vous, vous avez Élise Malle. Alors, Élise, elle a une particularité, c'est qu'elle vient de gagner le prix régional. Ça s'appelle comment, Avenir et Métiers, le prix? Le prix Avenir, donc des métiers d'art, qui met en avant justement les jeunes talents, déjà sur le plan régional. Alors, vous êtes du côté de Longwy, pardon, vous êtes originaire d'où, vous? Je viens de Paris à la base. Ah oui, d'accord. J'ai fait ma formation à Longwy, donc à l'Institut supérieur de décoration, pendant une durée de 3 ans. Et puis, au courant de la 3e année, j'ai présenté donc une pièce au concours du prix Avenir de l'IMN. Voilà, j'ai gagné sur... Il est magnifique, hein, cet ouvrage. Regardez, on va en parler tout à l'heure avec vous, mais je voudrais juste vous montrer ce qu'elle a fait. Vous l'avez baptisé comment? Une broche, oui, d'accord, que vous avez baptisé Sarectari, l'oiseau cache-cœur. Ah, super. Alors, il est fait en quoi? En argent, entièrement en argent d'ailleurs. Les paillons de brasure qui ont servi à assembler justement toutes les pièces sont en argent aussi. Et puis, donc c'est un système fermoir à double épingle pour bien... Alors, elle nous a fait un super cadeau aujourd'hui, Élise, parce que normalement, cette pièce est exposée à Paris et elle ne devrait pas être avec nous. Et là, vous avez eu la gentillesse d'aller la chercher, de nous la ramener pour l'émission. Je trouve quand même que... Oui, parce qu'elle n'a pas été à Paris pour rien, non. Je crois. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ah oui, elle a fait quelques courses. Forcément, dès que les filles vont à Paris, elles font chauffer la carte bleue. Elle a fait de belles rencontres. Ah bon? Oui, oui. Ah oui, ça, on va en parler tout à l'heure. Ah oui, voilà. Alors, vous allez me dire, mais qui est l'autre représentant de la gente masculine autour de cette table? Eh bien, elle s'appelle Sandro Sandini. Vous le connaissez, avec un nom pareil, Sandini? Oui, moi je le connais, tous les Italiens. De la grande région. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Maria au Luxembourg, elle est connue comme très connue. Hein. Oh là là. Surtout pour son café. Pour l'espresso. Hein. Bienvenue chez moi pour l'espresso, voilà. Il faudra dire. Ah bah, bravo. On vienne. Hein. Oui, bah alors d'un côté, il y avait la pub avec l'acteur que l'on connaît tous. Georges Clooney. Et puis d'un autre côté, il y a Maria, Maria Grazia. Voilà. Il y a la grand-mère, il y a Georges Clooney, il y a Maria. Oui. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, je préfère Maria. Donc imaginez, mon espresso avec le gâteau qu'une fois j'ai mené chez vous. Voilà, la tarte aux pommes. Et donc, c'est une émeute, ça. Vous avez refusé du monde. Il me faut que Georges Clooney. Bon, voilà. On va lui donner un coup de fille. Oui. Bon, d'accord, j'ai bien noté que c'était Georges Clooney, pas moi. Oui, c'est vexant. C'est limite vexant. Je l'ai fait exprès, je l'ai fait. C'est un peu vexant, mais bon. Alors, vous êtes avec nous, Sandro, parce que... Comment je peux le présenter, Sandro? Vous êtes quoi? Spécialiste des dérives sectaires. On peut dire ça? On peut dire ça, tout à fait.
Et vous occupez des nouvelles religiosités. Oui, donc j'ai étudié en fait le phénomène religieux, philosophique, et l'évolution religieuse aussi dans les pays européens, notamment en Grand-Duché du Luxembourg. Vous n'êtes pas exorciste? Non, pas du tout. Vous ramenez les gens à la réalité, peut-être? Voilà, à la raison. À la raison. À la raison, voilà. Alors, on vous a demandé d'être là parce que, vous le savez, normalement, on en a déjà parlé avec Loris Monsigne la semaine dernière, le 21 décembre de cette année serait une année, alors les prédictions, vous le savez, ce serait une année de fin du monde pour certains. Va-t-on fêter Noël cette année ou pas? Oui, c'est ça. Il faut savoir tout de suite si on achète les cadeaux ou pas. Est-ce qu'on réserve la dinde on achète les cadeaux, Donc, à l'origine de ça, hein, c'est plutôt les Mayas qui disaient que finalement on arrivait à la fin de l'année 1125, je crois, et que forcément le 21 décembre, voilà. Et puis il y a des professeurs comme Eric Velasquez, des historiens, des experts qui ont fait pas mal de recherches et qui disent non, tout simplement c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Alors on va parler de tout cela, mais avant de donner la parole à Sandro, moi je voudrais que l'on vous la donne à vous, dans la rue, à nos amis téléspectateurs et en général... Ça risque d'être intéressant. Qu'est-ce que vous pensez, vous, et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous y croyez, est-ce que vous y croyez pas? Est-ce que... Alors le maire de Bucharest, je lui dis, je veux plus de monde, hein, parce que comme ce serait le seul endroit un peu tranquille. Mais c'est même le préfet qui a dit on n'accédera pas à la colline parce qu'il paraîtrait que ce serait le seul endroit en France où on serait en sécurité. Non, mais ce qui m'étonne, c'est comment ça peut créer autant de mobilisation, parce que, bon, est-ce que vous y croyez? Parce qu'on appuie sur la peur. C'est ça, on va en parler avec vous, mais on va d'abord donner la parole à nos amis. C'est ridicule. C'est ridicule, mais de chez ridicule. J'y crois pas du tout. On peut pas programmer tout ça. Ça viendra tout seul. Je pense que c'est du n'importe quoi. Du bluff. Le calendrier AK s'est arrêté à cette date-là, voilà, c'est tout. Ça veut pas dire que c'est la fin du monde. J'y crois pas. Je n'ai même pas entendu parler de ça. Je ne crois pas. Alors, pour moi, la vie continue, comme avant. Je ne crois pas du tout. Il n'y a que le bon Dieu qui pourra le savoir quand est-ce exactement la fin du monde et personne d'autre. Personnellement, ça me fait rire. C'est une utopie qui fait vivre beaucoup de monde, qui fait se centraliser beaucoup de monde sur la fin du monde et c'est assez ironique, je pense. Regardez voir, moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur, j'ai mes petits-enfants avec moi et il faut quand même pas que je pense à la fin du monde maintenant. Hein. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai peut-être profité un peu plus les derniers jours. Je pense que je vais vivre cette journée normalement, je pense que je serai au boulot comme tous les jours malheureusement. Mais non, je pense que c'est plus une opération marketing qu'une réalité, quoi. Donc après, j'espère qu'ils vont se planter, quoi. J'aimerais être encore là le 22. Je pense qu'il va se passer des choses, mais pas forcément la fin du monde. Il y a une fin de quelque chose, mais pas forcément du monde en termes physiques. Il y aura une fin qui sera la fin de quelque chose et le début d'une autre. C'est peut-être finalement notre civilisation qui va être finie. Je vais faire quelque chose de spécial, je vais lancer un prêt spécifique à tous les gens qui y croient, vraiment qui m'apportent leur argent, on l'utilisera très bien le 22 décembre. C'est Noël 3 jours après, donc pensez à nous. Il est génial. Voilà qui a tout compris. Sandro, alors vous en pensez quoi, vous deux? Je suis d'accord avec le dernier intervenant. Ouais. Donc, si vous avez l'adresse, je pourrais prendre contact avec lui. Oui. Non, ça fait réfléchir. Donc, ça me fait plaisir que les gens réagissent quand même avec beaucoup d'humour, parce qu'effectivement, le 21 décembre, il n'y aura rien. C'est le début de l'hiver, tout ça. Voilà, tout à fait. Le fait, c'est que malheureusement, il y a des gens qui y croient, même ici en France, et beaucoup. Donc il y a plusieurs groupes. Nous avons des survivalistes, des alarmistes, et aussi des groupes à dérive sectaire, quelques groupes pentecôtistes, fondamentalistes, mais aussi d'autres groupes apocalyptiques, et aussi surtout le courant New Age, qui encourage, disons, à se préparer à la fin du monde. Vous suivez ça depuis quelque temps, vous vous êtes dessus, vous vérifiez vous? Oui, je vérifie régulièrement. Et je vois que c'est intéressant que de plus en plus de gens, quand même, plus on s'approche, plus ils y croient. Donc ça me fait quand même plaisir que là, encore des gens... Mais ça fait pas longtemps qu'on en parle, parce qu'il y a encore 2 ou 3 ans, on n'entendait pas du tout parler, alors qu'on aurait pu déjà s'inquiéter. Il y a même les frères Bogdanov qui avaient dit, tout ça, ça a été un gros coup marketing pour notamment un film qui s'appelait 2012. Voilà. Disons ça, l'histoire a démarré en 1970 par un livre, par un écrivain et un pseudo-scientifique qui, selon lui, sont des calculs pris par les moines bouddhistes, les calendriers mayas et d'autres civilisations anciennes, a prédit arrivé à dire que le 21 décembre aurait la fin du monde. Et donc à partir de là, en fait, des petits groupes se sont formés
et que, bon, ils ont fait du prosélytisme, ils ont préparé ça, jusqu'au moment que, bon, surtout aux États-Unis, qu'ils aiment bien un peu tout ce qui est un peu sensationnel et catastrophique, ils ont commencé à faire des films. Et comment certains arrivent à faire de l'argent avec cette peur? Ah, mais ça c'est la chose la plus simple. Ah oui. Ça c'est la chose la plus simple. Disons que, bon, ces personnes-là ont déjà un charisme de savoir bien convaincre les personnes. Donc ils ont du charme, manipulateur, et donc à travers des calculs très, très simplés et pas prouvés scientifiquement, ils arrivent à faire croire. Disons que dans l'être humain, il y a toujours une partie de crédulité, de croyance. Hein, et donc, au niveau anthropologique, l'être humain est toujours porteur un peu de ces phénomènes étranges, du paranormal. Donc il y a une attraction par rapport à ça. Et donc ceux qui sont attirés, ils sont... Je suis en train de voir là qu'un expert mexicain vient en effet d'annoncer que des stèles de l'Empire Maya retrouvées au Mexique et au Guatemala font apparaître que des calendriers, maintenant, iraient jusqu'en l'an 4000. C'est vrai, voilà. C'est juste la fin d'un cycle, après ça. C'est ce qu'ils disent, ce serait la fin d'un cycle, le début d'un autre. Maria, vous y croyez, vous? Non, mais je crois à ce que, par exemple, a dit, on peut dire un collègue à moi qui est un expert des mystères, il y a une émission très célèbre en Italie, tous les semaines, qui s'appelle Voyager. Et ils ont abordé ce sujet-là. Et ils ont dit quelque chose que c'est vraiment très intéressant parce que quelqu'un, il a dit la même chose sur le trottoir, que c'est vrai que ça changera quelque chose, mais peut-être en positif. C'est quelque chose lié aux planètes, quelque chose lié à l'énergie, voilà, mais pas rien de catastrophique. Donc, même beaucoup plus positive que... Et vous, Élise, vous en pensez quoi? Sincèrement, j'y crois pas trop, parce que bon... Vous ferez quoi le vendredi 21 au soir? Je serai sûrement occupée, mais je penserai sûrement pas à ça, parce que bon... je pense que c'était, voilà, plus pour qu'il y ait un petit peu de divertissement, que les gens, voilà, se focalisent dessus et ne pensent plus finalement au reste. Mais le problème, c'est que du côté de Bucarache, là, c'est dans l'Aude, hein, c'est dans les Pyrénées-Orientales, à côté, quoi. Oui. Et voilà, là, du côté, ils rigolent moins parce que c'est effectivement... Ils ont peur d'une émeute. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que voilà, c'est important d'avoir votre version à vous aussi. Vous allez rester avec nous parce que maintenant nous allons parler... Vous êtes d'origine italienne? Italienne, oui. Ah oui, donc vous allez être en pays conquis. Un petit peu comme moi. Tu es un peu italienne, un petit peu comme moi. Et vous êtes de quelle région, vous? Alors, mon père, il est du Frioul, tout près de Venise. Et ma mère, elle est sicilienne. Oula. Donc c'est vraiment l'extrême nord, l'extrême sud. Les échanges devaient être chauds à la maison. Oui, ça n'a pas changé. Oui, mais ça prouve la bonne santé, parce que tant qu'un couple se dispute, c'est que ça... Oui, mais quand c'est trop des fois... Bon. Oui, quand c'est trop, il faut leur... Disons que maman a un tempérament très... C'est une Sicilienne. Sicilienne, voilà. Oui, quand on dit ça, on comprend tout. C'est bon, on n'a pas besoin d'expliquer. Oui, parce que regardez la milanaise, hein, comme elle rigole quand on dit ça. Mais moi, quand même, ma mère était du nord et mon père du sud, donc... Ah, vous avez connu la même chose, alors? Oui, oui. C'était la même ambiance à la maison? Oui, absolument. La guerre en permanence. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à la une de Passaparole là, pour le mois à venir là? Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la parution de Noël, tout d'abord, donc... On a la une, regardez Maria, vous allez pouvoir la montrer. Je suis bien engagée pour ce numéro de Noël. Parce que ça reste chez les kiosques pendant 2 mois, ça c'est important parce qu'après le prochain ça sera qu'en février, donc le numéro de Noël avec beaucoup d'interviews, beaucoup de sujets même consacrés au Noël en fait. Et bon, pour cette fois... L'anno che verrà, c'est le titre. Oui, l'année qui va venir, et c'est quand même une célèbre chanson de Lucio Dalla, un grand chanteur italien. C'est comment la chanson? C'est ce qui dit caro amico ti scrivo così mi distraggo un po'. Ah ouais. Siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. C'est très long et moi c'est mieux si je stoppe parce que je ne suis pas très capable de changer. Ah, c'était pas mal quand même, hein? Voilà, mais c'était le tout début, c'est pour ça. Mais bon, alors l'anno che verrà, c'est Lucio Dalla qui nous a laissé malheureusement un grand chanteur beaucoup aimé par les Italiens. Alors on a voulu faire cet hommage parce que nous on l'a interviewé dans le mois de mars. Et donc, par rapport au sujet, on a beaucoup, pour cette fois seulement quelque chose pour vous piquer la curiosité. On parle de Villerou parce que ça vient de terminer le festival. Et dans la jury, il y avait Donatella Finocchiaro, une très célèbre comédienne. On la voit là. Et nous, on l'a interviewée. Et bon, je profite pour remercier Paola Cairo, ma collègue et co-directrice de la revue. C'est elle qui l'a interviewée et nous a raconté son histoire de femme. Elle est un avocat, il faut dire. Après, elle est devenue une actrice.
mais avant elle était un avocat et donc elle était dans la jury. Et là, c'était une bonne édition cette année, le Festival de Villerupt. Très très bon, avec tous les films, comme ça qu'il avait dit, tous les films de Venise et vraiment beaucoup de très beaux films. Un film que nous on avait vu ici, consacré à la tragédie de Piazza Fontana de la bombe, a gagné un prix. Ah, il a gagné. Il a gagné le prix de la presse. Oui, voilà. Et donc je suis très fière de ça. Et donc bon, Donatella, elle a présenté un film qui parle d'un sujet de grande actualité parce que c'est l'immigration, le problème de tous les immigrés qui arrivent en Italie, qui sans papier, et donc vraiment très intéressant. Et une autre chose, je voudrais dire, bon, on a commencé à faire les cours de luxembourgeois sur la revue, donc moi je suis ça c'est bien. Si la pire élève, c'est moi parce que je n'ai pas encore rien appris. Non, je demande toujours à Sandro qui parle bien luxembourgeois. De l'italien au luxembourgeois, des petites choses, parce qu'il y a beaucoup d'expatriés, on a du mal parfois à se faire comprendre, même pour qui veut avoir la double nationalité, il faut parler le luxembourgeois, donc on donne un coup de main. C'est bien. Et vous avez commencé à apprendre quelques mots, Maria? Non, pas du tout. Et je chante en italien. Je vais continuer comme ça. Au lieu de parler luxembourgeois, je préfère chanter en italien. Sandro, c'est quoi un Noël italien? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au Noël luxembourgeois ou lorrain? Bon, il y a la fête de Saint-Nicolas tout d'abord. Oui, la fête de c'est beaucoup Saint-Nicolas, plus important par rapport au Noël. Mais en Italie, il n'y a pas. Nous avons pas pas du la tout, fête seulement à de Bari, ouais. que c'est la ville de Saint-Nicolas. Oui. C'est plutôt la Befana, donc c'est une sorcière très gentille qui vient amener des cadeaux. Ah bon, c'est qui cette sorcière? Mais c'est la sorcière, si, la Befana, mais c'est le 6 janvier, c'est le jour de roi pour vous. Ouais. C'est les trois Magi, les trois rois. Mais pour nous, c'est le jour de la Befana, c'est comme une vieille dame qui vole et qui amène des avec son cadeaux. balai. Donc une sorcière. Une vraie sorcière, c'est gentil. Très gentil, voilà. Mais il faut faire attention, parce qu'en italien, quand un homme dit à une femme qui est une Befana, il va risquer la vie, parce que ça veut dire très moche. Tu es une Befana, tu es très très moche. Une sorcière. Donc, elle n'est pas jolie en plus. Pas du tout. Non, une sorcière avec la verrue sur le nez, j'imagine. Mais c'est vraiment l'argot. Tu es une Befana, oui, tu es très moche. Donc faites attention, voilà. Befana, je vais le noter. Befana, voilà, pour la prochaine fois, à dire à Marie. C'est jamais j'en ai besoin. Gentil, ça. Oui, on sait jamais. La personne qui va subir ça va dire qu'est-ce que c'est gentil. Ah, c'est gentil. Non, mais peut-être que voilà. Si jamais elle a regardé cette émission, si dans une conversation je peux dire à un moment donné. Ah oui. Ouais, c'est un peu. Voilà. Vous me reconnaîtrez facilement, j'ai 5 doigts sur la. Si. Même 10, tous les doigts. Ah ouais, ça se point là, la Befana. Bon. Si. Je t'ai dévoilé un petit. Mais elle apporte des cadeaux, elle apporte quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, alors le charbon. Ah, du charbon, quand même. Du charbon, des cadeaux aux enfants qui en étaient bien, non? Et le charbon. Mais le charbon, c'est fait en sucre. Donc les enfants, ils espèrent d'être. D'avoir plutôt du charbon, quoi. Du charbon, on préfère toujours le charbon, oui, c'est chocolat et sucre. On mange toujours en Italie, c'est ça le problème. Ça, et Maria, comme elle savait que vous étiez tous là, chers amis, et que Sandro était notre invité, et qu'elle part à Rome, elle nous a ramené un petit truc assez sympa qu'elle a découvert sur l'AFP. On s'est permis de leur mettre une petite musique, pas italienne du tout, et ça dure 1 minute 20. Si vous ne connaissez pas Rome, ou si vous connaissez Rome, la Maria vous fait un beau cadeau. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone. 1 minute 20, là, on a bien vu Rome?
Oui, on a tout vu, Laurent. Et même en particulier que j'aimerais bien expliquer, parce que bon, on voit Fontana di Trevi, on voit San Pietro, tout le monde le connaît. Mais on a quand même le pont avec tous les cadenas. À Paris, on a ça aussi. Voilà, les cadenas. Mais vous savez pourquoi, c'est non? Les amoureux. Oui, mais pourquoi? Parce que tout est né grâce à un livre écrit par une écrivaine italienne qui, par hasard, il avait, dans l'histoire de ce livre, il y avait deux amoureux qui l'ont mis ce cadenas à Rome. Donc, c'était de la fantaisie, mais après tout le monde, et bon, Sandini pourrait dire quelque chose à propos de la manipulation, non, des personnes qui convaincent les autres. Après tous les amoureux, ils ont transféré dans la réalité ce sujet qui était de fantaisie dans le livre. Ça, c'est incroyable. La manipulation, ça marche? Très bien. Donc, mais il faut pouvoir prendre l'ascendant sur l'autre, quand même. Tout à fait. Tout à fait. Merci de me l'expliquer. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, tout à fait. Maria, vous m'aviez dit, il va tout expliquer. Il me dit oui, tout à fait. Oui. Merci Jean-Luc. Ben voilà. Merci Sandro. Vous revenez quand vous voulez. J'aime bien la précision de Sandro. Ouais. Voilà, non, mais avec l'histoire que Maria Grazia a dit, c'est plus au niveau affectif. Donc c'est un symbole, dans le sens que positive, comme positive. Donc la personne se relie au niveau de la fidélité, au niveau de se donner totalement à la personne. Donc, c'est comme une chaîne. C'est comme un mariage, mais pas cher. Quoi. Voilà, tout à fait. Vous devriez l'apprendre, elle résume bien aussi, elle. Hein. Oui, hein. Vous avez vu? C'est quoi? C'est comme un mariage. Mais ça montre, à mon avis. Après, on va en discuter. Oui, d'accord. Mais ça montre combien que les personnes pouvaient être influencées. Alors, si c'est du côté positif, comme les cadenas, ça va. Mais dans le cas que tout... Oui. Essayer de combattre, c'est ça, c'est grave. Oui, ça c'est... Bon, il y a manipulation, bien évidemment. Quel conseil on peut donner à, je sais pas, à l'entourage de personnes qui sont manipulées par... D'abord, comment sait-on quand on est manipulé ou pas? C'est très... Il y a plusieurs caractéristiques. Déjà, une des premières choses, c'est qu'on ne laisse pas trop la place à l'autre. Donc, c'est-à-dire, on fait croire à l'autre qu'il a de l'importance. Et quand la personne veut donner son opinion, on arrête tout de suite. Donc il y a aussi, disons, dans la manipulation, un mépris de la personne. Tu ne comprends rien, tu es bête, c'est moi qui comprends tout. Et donc, à fur et à mesure, la personne se sent, diminuée et il perd la confiance en soi. Parce que c'est l'autre personne, donc le manipulateur, commence à dire, voilà, moi je sais, toi tu ne sais pas. Et donc, avec le temps, il va convaincre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre alors? Comment on peut aider quelqu'un de proche? Ça dépend. Comment il peut reprendre confiance en soi? Bon, ça dépend si c'est dans des mouvements ou dans des familles. Oui. Parce que, oui, c'est deux cas différents. Oui. Deux cas différents. On va dire dans un mouvement. Dans un mouvement, c'est pas évident. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre dans un mouvement sectaire, par exemple, ou, disons, appelons ça, entre guillemets, le gourou, manipule la personne, ce qui est très important pour la famille, c'est de ne pas... le plus souvent, l'idéal, ça serait de garder contact. Même si la personne, à fur et à mesure, perdra le contact, parce que le groupe fera en sorte qu'elle perde le contact. Qu'elle perde justement le contact. Mais la famille est très important de rester là. Parce que le danger, c'est dans ces groupements-là, quand la personne sort, il ne sait pas où aller. Parce que le monde est diabolisé, la société est diabolisée. C'est ce qu'ils leur disent. Voilà. Et surtout que les vrais amis, ce sont les gens du groupe. Donc ce qui est à l'extérieur. Du coup, la personne perd ses repères et son esprit critique. Là, donc, on se sent plus en sécurité. En sécurité. Donc la personne, ce qui risque, c'est que si elle décide de partir, elle perd tout. Donc à l'extérieur. Donc elle ne part pas. Elle ne part pas. Donc. Et si par contre il y a des membres de la famille ou des amis qui disent non, je sais que si je pars, il y a encore une personne qui m'attend, ça c'est bien. Donc il faut aider la personne. On va jouer maintenant parce que je vois que le temps passe et passe vite. Du coup, c'est l'heure du jeu. Du coup, c'est l'heure du jeu. Alors là, attendez, je regarde qui est autour de la table pour savoir si vous avez trouvé. Oui, je pense que vous pouvez trouver. Vous jugez comme ça maintenant? Oui, comme ça, parce que là, non, mais en fonction des... Je pense que vous allez trouver. Il faut peut-être expliquer le jeu à ceux qui ne connaissent pas. Alors, si vous ne connaissez pas encore notre jeu, on va vous donner 2 photos. Il va falloir trouver un événement. Il faudra me dire, finalement, quel reportage, quel sujet je vais lancer après ces 2 extraits, ces 2 indices que je vais vous donner. Premier indice, regardez de quoi allons-nous parler dans le sujet qui va suivre. Je veux vous emmener où? Je veux vous emmener où? Alors, je peux vous parler, si ça vous intéresse. C'est un incendie? Non, mais c'est une bonne question. Vous avez d'autres idées? Pour vous aider, je peux vous dire que je vais vous parler de Gabriel.
L'enfer. L'enfer? Qui a dit ça? Élise. Élise. Moi, j'aurais dit un stomac. À quoi? La radiographie d'un stomac. D'un estomac. Montrez l'estomac de Maria. Oui, vide. Oula! Vide, Maria, voilà. je sais, si c'est votre café qui met l'estomac dans cette... Je pense qu'il faut arrêter. On viendra plus, tout de suite. Et Sandro devait faire attention. Oui, je prends Riopon avant. Oui, je Voilà. Eh ben, c'est pour ça qu'elle est toujours en ébullition. Maintenant, je comprends mieux. C'est l'estomac dans cet état-là. Alors, vous ne me faites pas avancer beaucoup. Je vous donne un deuxième avis. Je donne un deuxième avis. Les enfers. Ah, alors. Non, d'accord. Alors, c'est quoi? On refait des cloches. Ouais, mais ça ne me suffit pas. On a vu tout à l'heure le feu, on voit une fonderie, mais pour faire quelle cloche? Ils vont faire les cloches. Mais oui, mais nous. De Notre-Dame de Paris. De Notre-Dame de Paris. Pas du tout. Pas du tout, en Italie peut-être. Non, c'est bien la bonne réponse. Ah, c'est vrai? Absolument. Alors, mais vous allez voir le boulot que c'est. J'ai reconnu la cloche. C'est le campanaro. Je ne vais rien dire. Donc, il y a deux prénoms. Hein. Une des cloches s'appellera donc Gabrielle, mais ils ont appelé Gabrielle avec un L, une cloche, c'est étonnant. Je sais pas, on dit une cloche. Non. Enfin voilà, cette cloche-là s'appellera Gabrielle. Cloches aussi, et la seconde s'appellera Benoît Joseph. Ah oui. Donc voilà, je peux juste vous dire que Gabrielle, elle a 1,83 m de diamètre. Hein, c'est vous dire que pour la couler, pour la faire, c'est une jolie bébête. Je vous propose de suivre ce petit reportage, ça va tout nous apprendre. Mais quel boulot, quel boulot. Depuis 4 heures du matin, Stéphane et ses collègues enfournent bois et charbon pour chauffer ce four du 19e siècle dans lequel fond le métal de 2 des 9 futures cloches de Notre-Dame de Paris, dont la plus grosse, Gabrielle, d'1,83 m de diamètre, et Benoît Joseph. Rien de moins que 7 mètres cubes de bois et 1 tonne 250 de charbon pour créer une flamme de plus de 22 mètres. On monte en pression avec le four. Donc plus il en demande, plus il nous en demande et plus on lui en donne. Le métal soit bien en fusion pour pouvoir faire ce qu'on appelle le traitement métallurgique, la mise de l'étain. Quand on ouvrira les portes, vous verrez bien. Et pour couler à la fin aux alentours de 1080, 1100 degrés, 1080 degrés. Ajouter de l'étain, prendre la température, brasser l'airain, mélange de cuivre et d'étain, tout se fait manuellement. Les moules des cloches, travaillées avec de la cire et un mélange de terre, de poils de chèvre et de crottin de cheval, sont enterrés et relayés au four par des canaux maçonnés pour l'occasion. Ça vient ? En quelques minutes d'opération ultra délicate, les cloches sont coulées. Plus de 4 tonnes pour Gabrielle et 1 tonne 31 pour Benoît Joseph. Le métal rentre par le dessous. Et comme la densité du bronze est de 9, ça veut dire qu'une brique flotte dans le bronze en fusion, ça veut dire que toutes les impuretés, les restes de charbon de bois qu'on avait utilisés pour sécher le canal, par exemple, vont se retrouver sur le dessus. Et donc on aura un métal très pur à l'intérieur. Un métal conçu pour traverser les siècles, résonner pendant plusieurs minutes et redonner à Notre-Dame de Paris le son de cloche qu'elle avait avant la Révolution française. Donc voilà, on en sait un petit peu plus. C'était un petit sujet que je vais vous présenter. C'est beau, hein? C'est très très beau. Tout à l'heure, en deuxième partie, on a encore plein de choses intéressantes à vous montrer. On va remercier Sandro. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez revenir quand vous voulez, maintenant que vous connaissez cette émission. Ça a été? Très bien. Bon. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Marie, elle est venue une fois faire une émission. Et depuis, elle est venue 20 fois. De venir qu'avec moi, Sandro. La prochaine fois, tous ensemble, avec mon café et un autre gâteau, dai, la prochaine fois. Et un nouvel estomac. Et à chanter la chanson, l'italiano, tous les deux ensemble. Ah, ça serait pas mal. Non, l'hymne de cette émission, c'est Chi non lavora. Chi non lavora. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a après? Chi non lavora non fa l'amore. Questo m'ha detto ieri mia moglie. Mia moglie, questo mi ha detto ieri. Aujourd'hui, il faut que je chante tout, toutes les chansons. J'ai fait déjà l'anno che verrà. J'ai dit, bon, non, une chanson par semaine avec Maria. Toi aussi, voilà. Achète l'album de Maria. C'est tous les plus grands succès massacrés par Maria. Je ne suis pas gentil. La pub, merci Sandro. Non, pardon Maria, pardon. Non, pas du tout. J'aime rigoler. Voilà.